Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, écrit par Arthur Conan Doyle. C'est notre 6e live sur ce recueil de nouvelles. Nous lirons ce soir la 6e nouvelle, à savoir la disparition de Lady Frances Carfax. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, je vous inviterai à jeter un œil à la description de la vidéo ainsi qu'à la barre de lecture de la vidéo. Vous y trouverez des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses dans ma lecture et d'aller directement à la lecture en elle-même, à ce qui vous intéresse. Ça peut également vous servir tout simplement de marque-page si jamais vous voulez découper l'écoute de cette lecture en plusieurs fois. Voilou, ça peut être bien pratique, n'est-ce pas, pour savoir où vous en étiez, tout simplement. J'en profite également pour vous rappeler que toutes les nouvelles précédentes et à venir sont disponibles dans la playlist sur ma chaîne YouTube et si on lisait Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, de même que 2 romans d'Arthur Conan Doyle, à savoir la playlist Et si on lisait le chien des Sherlock Holmes, virgule, le chien des Baskerville, et si on lisait Sherlock Holmes, virgule, le signe des 4. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations de ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube en rediffusion. Pour l'heure, je suis en live, donc bonsoir à ceux qui me rejoignent. Bonsoir Miss Perrine, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Et oui, ça va mieux avec le son, en effet, je ne sais pas pourquoi mon micro ne s'est pas activé tout de suite. Mais c'est bon, c'est chose faite, c'est chose réparée. Je suis un chouïa en retard ce soir. Vous m'excuserez. En général, j'annonce un début de live à 21h et je le lance à 20h50 avec 10 minutes d'intro, on va dire, musicale. Voilà, j'ai exceptionnellement lancé un peu plus tard, mais au final, c'est comme si j'avais lancé à 21h, étant donné que habituellement, je suis en quelque sorte en avance. Je m'en sors toujours. Bref, mon plan est parfait. Qu'est-ce que j'allais dire? Nous sommes mardi, donc ce qui signifie qu'on a une longue semaine devant nous. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ce soir, la lecture de La disparition de Lady Frances Carfax. Vendredi soir, à 21h, la 7e nouvelle qui sera L'aventure du pied du diable. Donc ça c'est pour vendredi, la suite de Sherlock Holmes. Mais ce n'est pas tout. Je pense qu'il y a de fortes chances que je fasse d'autres lives cette semaine, en tout cas au moins un autre. Et il y a de fortes chances que cela ait lieu jeudi à 21h. Et de grosses présomptions que ce soit le 2e numéro de ma nouvelle émission, du coup, Les mots portent. La première émission, c'était il y a maintenant à peu près une semaine et demie, portée sur le titre était évocateur. Les mots portent l'amour. Cette fois-ci, ce sera Les mots portent le bonheur. En vrai, j'ai trop hâte parce que j'ai adoré la première émission. J'ai vraiment hâte de faire tourner un peu cette émission plusieurs fois et voir comment ça évolue et voir comment ça s'instaure ou pas d'ailleurs. Hein. Peut-être que ça fera un pétard mouillé. Mais en tout cas, l'expérience du premier live m'avait vraiment beaucoup plu. Donc j'ai trop hâte de perpétrer à nouveau. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bonsoir Orenti, j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre. C'est ça, retardataire. Une fois dans ma vie, et c'est tout ce qu'on va retenir. Monde cruel. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire également? Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres lives, mais bon, ça, je ne suis pas encore en mesure de vous le dire précisément. Le mieux, c'est de me suivre sur Facebook, Twitter et Discord pour être tenu au courant au jour le jour. Tout simplement. Voilou. Je fais une courte parenthèse également parce que je pense que c'est important de le dire, de le redire, de le crier sous tous les toits. Bon, je vais faire plus court et voilà, ça sera plus qu'un rappel parce que je l'ai assez dit, je pense, mais rappel, j'envisage de changer radicalement de vie à l'horizon août-septembre, par là. Ce qui fait que potentiellement c'est la fin des lives, potentiellement c'est un arrêt définitif des lives, ce n'est pas certain. Potentiellement, ça sera uniquement un arrêt temporaire de quelques semaines, mois, je ne sais pas encore.
Potentiellement, ça sera juste un gros ralentissement. C'est possible aussi. En tout cas, sachez qu'on arrive à la fin d'un cycle dans tous les cas. Donc, profitons. Profitons un maximum, savourons ces lives que nous allons partager en juin, juillet, août, je pense. Puisque on ne sait pas s'il y en aura d'autres. On ne sait pas. C'est l'aventure, nous verrons bien. J'essaie pas du tout de vous mettre comment dire, un, un ultimatum ou je sais pas comment dire. Un peu ce qu'on peut voir souvent sur YouTube de ça y est, j'arrête YouTube. J'ai pas du tout envie de vous faire une hype inversée, entre guillemets, en vous faisant croire que j'arrête pour ensuite revenir de plus belle et ainsi de suite. C'est pas du tout le principe. Le principe, c'est vraiment juste de vous tenir au courant. Et donc, comme je l'ai dit dans les lives précédents, en gros, pour t'expliquer un petit peu, Orenti, je pense changer radicalement de vie. Mais quand je dis radicalement de vie, c'est... Piou c'est vraiment des gros changements. Et c'est des gros changements qui vont impacter ma vie de telle manière que je pense que pendant quelques temps, je vais être beaucoup moins disponible. Potentiellement pas du tout. Voilà. Ce qui fait que, selon aussi comment ça évolue tout ça, eh bien, je ralentirai, arrêterai temporairement ou arrêterai définitivement les lives. Et puis, sur l'ordre de ce que sont ces grands changements, j'ai pas envie forcément d'entrer dans le détail de ma vie privée, mais grosso modo, pour moi, je le vois vraiment comme recommencer ma vie, quoi. Je le vois comme recommencer ma vie ailleurs. Donc déjà, il y a gros déménagement, gros départ. Il y a trouver un taf, disons, conventionnel. Il y a des tas de choses. Bref, c'est un peu... Pour moi, c'est un gros saut dans le vide, ok. Je comprends que ce soit assez finalement quotidien pour beaucoup de gens. Mais pour moi, c'est un gros saut dans le vide, on va dire. Bref. Voilou. Ça m'apporte autant de peur et d'angoisse que d'exaltation, parce que j'ai hâte aussi justement de passer, de tourner une page, on va dire, de ma vie. Donc hâte de voir ça, et je ne suis pas encore en mesure de dire s'il y aura de la place ou non, en quelque sorte, pour les lives dans ce nouveau chapitre. J'espère, je pense, à terme, que voilà, j'ai quand même de gros doutes que ce soit les derniers lives. Je pense que je pourrais finir par reprendre. En tout cas, qu'il y ait une pause temporaire de quelques semaines, quelques mois, je pense aussi que c'est une grosse éventualité. Bref. Voilou. Sur ce, je pense qu'on va se lancer dans la lecture. Elle n'est pas si longue que ça ce soir, mais quand même, j'ai envie de faire la part belle à la lecture, comme d'habitude sur ces lives, plutôt qu'à la parlotte. Donc, je vous invite à prendre place, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Je l'espère, à passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous et à toutes. Et allons-y les amis. Si ça va vers le bonheur, c'est cool. Exactement. C'est exactement le but. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles que je vous apporte en réalité. Hop. On va pouvoir y aller. À quelle sauce on va être mangé dans cette nouvelle nouvelle? Je ne sais vraiment pas, parce que l'air de rien, Arthur Conan Doyle a quand même plus d'une corde à son arc et est capable de mettre dans plus d'une situation notre cher Sherlock Holmes et Watson, j'ai envie de dire aussi. Donc je suis vraiment curieux de voir où ça va aller. À chaque fois, c'est un peu une découverte. Et pour le moment, je ne suis pas très déçu. Je suis au contraire plutôt satisfait. Donc j'ai bien hâte. Pour respecter une découpe naturelle voulue par l'auteur, un endroit où il a sauté une ligne, mis une petite étoile et sauté de nouveau une ligne, je vais donc partager cette nouvelle en 2 parties non égales. Je vous lis d'abord 13 pages, on fera une pause, puis je vous lirai 17 pages pour terminer la nouvelle. Voilou. Bonne écoute Orenti, bonne écoute Miss Perrine, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. J'espère que vous n'entendez pas trop la pluie battre sur mon toit. J'espère que c'est pas trop gênant.
N'hésitez pas à me le dire si vraiment c'est trop gênant, j'annule le live de ce soir. Mais c'est vrai que là, c'est un peu des trompes d'eau qui tombent depuis ce matin, c'est l'enfer. Bref. Bonne écoute à tous, à tout à l'heure. 6e nouvelle. La disparition de Lady Frances Carfax. Mais pourquoi cette mode turque ? S'écria monsieur Sherlock Holmes en regardant fixement mes souliers. J'étais en train de me reposer dans un fauteuil, et mes pieds pointant en avant avaient attiré son attention toujours en éveil. « Ils viennent d'Angleterre, » répondis-je un peu étonné. « Je les ai achetés chez Latimer, dans Oxford Street. » Holmes me sourit d'un air patient et là. « Je parle du bain, dit-il. Du bain. Pourquoi aller dans des bains turcs plutôt que de prendre un bain chez soi ? Parce que ces derniers jours, j'ai senti mes vieilles douleurs rhumatismales. Un bain turc est ce que nous appelons en médecine un dérivatif. Quelque chose comme un nouveau point de départ, un assainissement de l'organisme. À propos, Holmes, je suis convaincu que le rapport entre mes chaussures et un bain turc saute aux yeux de tout amoureux de la logique. Néanmoins, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me le révéler. « Mon raisonnement n'est pas très compliqué, Watson, » me répondit Holmes avec un clin d'œil malicieux. « Il appartient à une classe élémentaire de déduction, dont je pourrais vous citer un nouvel exemple en vous demandant qui vous accompagnait ce matin en fiacre. »« Un nouvel exemple n'est pas une explication, » répliquai-je avec une certaine rudesse. « Bravo, Watson. Voilà une remontrance pleine de dignité et très logique. Voyons, récapitulons les faits. Prenez celui-ci d'abord, le fiacre. Vous remarquerez que vous avez quelques taches ou éclaboussures sur l'épaule et la manche gauche de votre manteau. Si vous étiez assise au milieu du fiacre, vous n'auriez sans doute pas reçu d'éclaboussures, ou elles auraient été symétriques. Donc, vous vous êtes assis sur le côté. Donc, vous étiez accompagné. C'est l'évidence même. D'une banalité absurde, n'est-ce pas ? Mais les chaussures et le bain. Aussi enfantin. Vous avez l'habitude de nouer vos lacets d'une certaine façon. Or, je les vois attachés avec un double nœud compliqué qui n'est pas dans votre manière. Donc, vous avez quitté vos souliers. Qui a noué vos lacets ? Un cordonnier ou le boy du bain ? Il est peu vraisemblable que ce soit le cordonnier, puisque vos souliers sont presque neufs. Que reste-t-il par conséquent ? Le bain. Stupide, n'est-ce pas ? Mais malgré cela, le bain turc est utile à mes projets. Comment cela ? Vous m'avez dit que vous aviez un bain turc parce que vous aviez besoin d'un dérivatif. Pardon. Vous m'avez dit que vous aviez pris un bain turc parce que vous aviez besoin d'un dérivatif. Je vais vous en suggérer un autre. Que diriez-vous de Lausanne, mon cher Watson ? Voyage en première classe et tout frais de séjour payés à un tarif princier. Ce serait merveilleux, mais pourquoi ? Holmes s'adossa contre sa chaise et tira de sa poche un calepin. L'une des plus dangereuses catégories sociales qui existent, me dit-il, est la femme seule qui voyage. Elle est inoffensive, voire utile, mais parfois elle invite au crime. Elle est sans appui, elle va d'un endroit à un autre, elle dispose de ressources suffisantes pour vivre à l'hôtel dans n'importe quel pays. Elle se perd la plupart du temps dans un labyrinthe d'obscures pensions de famille. Elle ressemble au poussin égaré dans un monde de renards. Quand elle se fait dévorer, on s'aperçoit à peine de sa disparition. Je redoute fort qu'il ne soit arrivé malheur à Lady Frances Carfax. Cette soudaine chute du général au particulier me détendit. Holmes consulta ses notes. Lady Frances, poursuivit-il, est la seule survivante de la famille directe de feu le comte de Ruffton. Vous vous en souvenez peut-être, l'héritage fut dévolu aux descendants mâles. Lady Frances n'obtint que des ressources limitées, soutenues toutefois par de très anciens bijoux d'Espagne, en argent et en diamants curieusement taillés. Diamants auxquels elle était attachée, trop attachée sans doute, car elle refusa de les confier à son banquier et les transporta à travers le monde avec elle. Figure assez pathétique, cette Lady Frances. Une belle femme encore fraîche, et cependant la suprême épave de ce qui, il y a 20 ans encore, constituait une jolie flotte. Que lui est-il arrivé ? Ah, qu'est-il arrivé à Lady Frances ? Est-elle morte ou en vie ? Voilà notre problème. C'est une dame d'habitude régulière. Depuis 4 ans, elle a écrit une fois tous les 15 jours à Mademoiselle Domney, sa vieille gouvernante, aujourd'hui retirée à Camberwell.
C'est cette mademoiselle Daubeny qui m'a consulté. Près de 5 semaines se sont écoulées sans un mot. La dernière lettre provenait de l'Hôtel National à Lausanne. Lady Frances semble être partie sans avoir laissé d'adresse. La famille est anxieuse et, comme il s'agit de gens extrêmement riches, des crédits illimités sont mis à notre disposition pour éclaircir cette affaire. Mademoiselle Daubeny est-elle l'unique source de renseignements ? Lady Frances avait sûrement d'autres correspondants. Il y a un correspondant et un seul, Watson. Qui soit précis, la banque. Les dames seules doivent vivre et leurs carnets de chèques sont des agendas concis. Sa banque est la Sylvesters. J'ai examiné son compte. L'avant-dernier chèque qu'elle a tiré a payé sa note d'hôtel à Lausanne, mais il était assez gros et elle a dû conserver des liquidités. Depuis, elle n'a tiré qu'un seul chèque. À qui et d'où ? À mademoiselle Mary Devine. Rien n'indique la provenance du chèque. Il a été payé au Crédit Lyonnais de Montpellier, il y a moins de 3 semaines. C'était un chèque de 50 livres. Et qui est mademoiselle Mary Devine ? Je l'ai découvert. Elle était la femme de chambre de Lady Frances Carfax. Pourquoi a-t-elle reçu ce chèque ? Nous ne le savons pas encore. Mais vos recherches éclairciront certainement bientôt ce mystère. Mes recherches ? D'où cette expédition revigorante à Lausanne ? Vous savez qu'il m'est impossible de quitter Londres tant que le vieil Abrahams vit dans une telle terreur. Et puis, d'une manière générale, il vaut mieux que je ne quitte pas l'Angleterre. Scotland Yard se sent abandonné quand je m'en vais, et mon absence provoque une excitation malsaine dans les milieux criminels. Vous partirez donc, mon cher Watson. Et si un modeste conseil de moi peut valoir le tarif extravagant de 2 pence le mot, il sera à votre disposition jour et nuit à l'autre bout du fil télégraphique. Le surlendemain, j'arrivai à l'Hôtel National de Lausanne, où je fus reçu avec de grandes amabilités par M. Moser, son célèbre directeur. Il m'apprit que Lady Frances avait habité l'hôtel pendant plusieurs semaines et qu'elle avait été très appréciée par ceux qui l'avaient rencontrée. Elle était encore belle et elle avait dû être ravissante quand elle était plus jeune. M. Moser ignorait tout de ses bijoux, mais le personnel avait remarqué qu'une lourde malle dans la chambre de Lady Frances était toujours soigneusement fermée à clé. Mary Devine, la femme de chambre, était aussi populaire que sa maîtresse. Elle venait de se fiancer à l'un des valets de chambre de l'hôtel et j'obtins son adresse sans difficulté. Elle habitait Montpellier, 11 rue de Trajan. Je couchai par écrit tous ces renseignements et je me dis que Holmes lui-même n'aurait pas récolté plus adroitement les faits. Un seul point restait dans l'ombre. Rien de ce que j'avais appris ne pouvait expliquer le soudain départ de la dame. À Lausanne, elle était très heureuse. Tout le monde avait cru qu'elle resterait pour la saison dans son luxueux appartement qui faisait face au lac. Et cependant, elle était partie un beau jour, sans prévenir à l'avance, ce qui l'avait obligée à payer une semaine entière dont elle n'avait pas profité. Jules Vibard, le fiancé de la femme de chambre, fut le seul à me suggérer une hypothèse. Il établissait un rapport entre le brusque départ de Lady Frances et la visite que lui avait faite 1 ou 2 jours auparavant un grand gaillard à barbe noire. « Un sauvage, un véritable sauvage !» me dit Jules Vibard. Cet homme logeait quelque part dans la ville. On l'avait vu parler avec une ardeur passionnée à madame pendant une promenade sur le lac. Puis il était venu à l'hôtel. Elle avait refusé de le voir. C'était un Anglais, mais personne ne savait son nom. Immédiatement après, madame avait bouclé ses malles. Jules Vibard et, ce qui était encore plus important, la fiancée de Jules Vibard, établissaient une liaison de cause à effet entre cette visite et ce départ. Il n'y avait qu'un détail sur lequel Jules ne pouvait rien me dire, le motif pour lequel Marie avait quitté sa maîtresse. Là-dessus, il demeurait bouche cousue. Si je voulais savoir, je n'avais qu'à me rendre à Montpellier et le lui demander, à elle. Ainsi se termina le premier chapitre de mon enquête. Je consacrai le deuxième à l'endroit où s'était rendue Lady Frances Carfax quand elle avait quitté Lausanne. À ce propos, je me heurtai à une énigme. Si elle était partie avec l'intention de brouiller sa piste, pourquoi ses bagages avaient-ils été lisiblement étiquetés pour Baden ? La dame et ses bagages avaient gagné la ville d'Orenan par le chemin des écoliers. Je l'appris du directeur local de Cook's. Aussi je me rendis à Baden, après avoir expédié à Holmes un compte-rendu de toutes mes démarches et avoir reçu en guise de réponse un télégramme d'éloge semi-humoristique. À Baden, il ne fut pas malaisé de retrouver sa trace.
Lady Frances était demeurée pendant une quinzaine de jours à l'Englischer Hof. Durant ce séjour, elle avait fait la connaissance d'un docteur Schlesinger et de sa femme. C'était un ménage de missionnaires qui revenaient de l'Amérique du Sud. Comme beaucoup de femmes seules, Lady Frances trouvait de quoi s'occuper et se consoler dans la religion. La forte personnalité du docteur Schlesinger, sa dévotion et son dévouement, le fait qu'il relevait d'une maladie contractée dans l'exercice de ses devoirs apostoliques, lui firent grande impression. Il passait ses journées, comme me le raconta le directeur de l'hôtel, sur une chaise longue placée sur la véranda, avec une dame de compagnie de chaque côté. Il travaillait à une carte sur les lieux saints, plus particulièrement à l'époque des Madianites, sur le royaume desquels il écrivait une monographie. Finalement, sa santé s'étant rétablie, lui et sa femme avaient pris le chemin de Londres, et Lady Frances avait quitté l'hôtel en leur compagnie. Cela se passait 3 semaines plus tôt, et depuis le directeur n'avait eu aucune nouvelle. Quant à la femme de chambre Marie, elle était partie quelques jours auparavant tout en larmes, et elle avait averti les autres femmes de chambre qu'elle quittait sa maîtresse pour toujours. Avant son départ, le docteur Schlesinger avait réglé la note de tout le groupe. D'ailleurs, me dit pour conclure le directeur, vous n'êtes pas le seul ami de Lady Frances Carfax à s'inquiéter de son sort. Il n'y a qu'une huitaine de jours, quelqu'un est venu ici pour me poser les mêmes questions. A-t-il dit son nom demandai-je. Non, mais c'était un Anglais, et un Anglais peu banal. Un sauvage, n'est-ce pas dis-je en reliant les faits à la manière de mon illustre ami. Exactement, voilà le terme qui le dépeint fort bien. Imaginez un type massif, barbu, bronzé. Sûrement il aurait été mieux à sa place dans une auberge de village que dans un hôtel réputé. Un homme dur, farouche, un homme sur le pied duquel je n'aimerais pas marcher. Le mystère commençait à préciser ses contours, telle une silhouette émergeant peu à peu du brouillard. Il y avait cette bonne dame pieuse poursuivie par un individu sinistre et infatigable. Elle le craignait, sinon elle ne se serait pas enfuie de Lausanne. Il l'avait suivie. Tôt ou tard, il la rattraperait. L'avait-il déjà rejointe? Était-ce le motif du silence qu'elle observait? Est-ce que les braves gens qui l'avaient accompagnée avaient pu la protéger contre la violence de cette brute sauvage? Quel dessein horrible, patiemment prémédité, présidait à cette poursuite? Tel était le problème que j'avais à résoudre. J'écrivis à Holmes pour lui montrer la rapidité et le sérieux avec lesquels j'étais parvenu jusqu'aux racines de l'affaire. En réponse, je reçus une dépêche me réclamant une description de l'oreille gauche du docteur Schlesinger. Holmes a toujours eu un sens particulier de l'humour, parfois offensant. Aussi ne me préoccupais-je nullement de cette plaisanterie déplacée. Pour dire le vrai, j'étais déjà arrivé à Montpellier à la recherche de la femme de chambre Marie quand son message me parvint. Il ne me fut pas difficile de retrouver l'ex-femme de chambre de Lady Frances et de lui tirer les vers du nez. C'était une fille dévouée qui n'avait quitté sa maîtresse qu'après s'être assurée qu'elle la laissait en bonnes mains et parce que la proximité de son mariage rendait inévitable une séparation. Elle m'avoua avec chagrin que sa maîtresse lui avait témoigné une certaine mauvaise humeur pendant leur séjour à Baden. Elle l'avait même questionnée une fois comme si elle avait eu des doutes sur son honnêteté. Cet incident avait facilité la séparation. Lady Frances lui avait remis 50 livres en guise de cadeau de mariage. Comme moi, Marie n'éprouvait que de la méfiance à l'égard de l'inconnu qui avait été la cause du départ de sa maîtresse. De ses propres yeux, elle l'avait vu saisir le poignet de Lady Frances avec une brutalité évidente au cours d'une promenade sur le lac. Il avait l'air terrible, féroce. Elle pensait que c'était parce qu'elle le redoutait que Lady Frances avait accepté l'escorte des Schlesinger jusqu'à Londres. Jamais elle n'en avait dit un mot à Marie, mais à de nombreux petits signes, la femme de chambre avait compris qu'elle vivait dans un état de frayeur constante. Elle en était là de son récit, quand elle se leva brusquement de sa chaise. Son visage était bouleversé de surprise et d'effroi. « Regardez !» s'écria-t-elle. « Le mécréant est encore en chasse. Voilà l'homme dont je parlais. » Par la fenêtre ouverte du petit salon, je vis un homme de grande taille et au teint basané, barbe noire en avant, qui descendait lentement la rue en regardant les numéros des maisons. Il était clair que, comme moi, il était sur les traces de la femme de chambre. J'agis sous l'impulsion du moment. Je me précipitai dehors et je l'accostai. « Êtes-vous anglais ?» lui demandai-je. « Et en admettant que je sois anglais, » répondit-il avec un grognement de mauvais augure. « Puis-je vous demander votre nom ?»« Non. » J'étais dans une situation ridicule, mais les moyens les plus directs sont souvent les meilleurs.
Où est Lady Frances Carfax questionnai-je. Il me regarda avec stupéfaction. Que lui avez-vous fait? Pourquoi l'avez-vous poursuivi? Pardon. Que lui avez-vous fait? Pourquoi l'avez-vous poursuivi? J'insiste pour que vous me répondiez. L'homme poussa un rugissement de colère et me sauta dessus comme un tigre. Je n'étais pas un mauvais lutteur, mais il avait une poigne de fer et la fureur d'un démon. Il m'avait pris à la gorge, et j'allais m'évanouir quand un ouvrier français mal rasé en blouse bleue sortit d'un cabaret avec un gourdin à la main et asséna à mon agresseur un coup violent sur l'avant-bras. Il lâcha prise. Il demeura quelque temps écumant de rage, et visiblement, il se demandait s'il n'allait pas se jeter à nouveau sur moi quand, en ricanant, il me planta là pour pénétrer dans la villa d'où je sortais. Je me retournai pour remercier mon sauveur qui était resté à côté de moi sur la chaussée. « Eh bien, Watson, me dit-il, vous avez fait un beau gâchis. Je crois que vous n'avez rien de mieux à faire que de rentrer avec moi à Londres par l'express de nuit. » 1 heure plus tard, Sherlock Holmes, dans sa tenue habituelle, était assis dans ma chambre d'hôtel. Il me fournit l'explication de sa présence aussi imprévue qu'opportune. Elle était la simplicité elle-même. Il avait trouvé le moyen de s'absenter de Londres et il avait décidé de me devancer à ma prochaine destination. Déguisé en ouvrier, il s'était installé au cabaret en m'attendant. « Et vous avez mené une enquête singulièrement consistante, mon cher Watson, me dit-il. Je ne vois pas quelle gaffe vous avez oubliée. Vos démarches se résument à ceci. Vous avez alerté tout le monde, et vous n'avez rien découvert. » « Peut-être auriez-vous fait mieux ?» répondis-je vexé. « Il n'y a pas de peut-être. J'ai fait mieux. Voici l'honorable Philip Green, qui est un compatriote et qui habite dans le même hôtel que vous. C'est de lui que j'attends le point de départ d'une meilleure enquête. » Sur un plateau, une carte nous avait été présentée. Elle fut suivie de l'apparition du même individu barbu qui m'avait malmené dans la rue. Il sursauta quand il m'aperçut. « Qu'est-ce à dire, monsieur Holmes ?» s'enquit-il. « J'ai reçu votre billet et je suis venu. Mais en quoi l'affaire concerne-t-elle ce monsieur ?»« Je vous présente mon vieil ami et associé, le docteur Watson, qui nous apporte son concours dans cette affaire. » L'inconnu me tendit une main énorme, hâlée, et prononça quelques mots d'excuse. « J'espère que je ne vous ai pas blessé. Quand vous m'avez accusé de lui avoir fait du mal, j'ai vu rouge. Vraiment, en ce moment, je ne suis pas maître de moi. Mes nerfs sont comme des piles électriques. Mais je n'y puis rien. Ce que je voudrais savoir tout d'abord, monsieur Holmes, c'est comment vous avez pu apprendre mon existence. Je suis en rapport avec mademoiselle Domney, la gouvernante de Lady Frances. La vieille Susan Domney avec le petit bonnet? Je me la rappelle très bien. Et elle se souvient de vous. Cela se passait dans le bon vieux temps, avant que vous ayez préféré partir pour l'Afrique du Sud. Ah, je vois que vous connaissez mon histoire. Je n'ai pas besoin de vous cacher quoi que ce soit. Je vous fais le serment, monsieur Holmes, que jamais homme sur la terre n'aima une femme d'un plus bel amour que celui que j'éprouvais pour Frances. J'étais un jeune sauvage, je le sais, pas pire que bien d'autres de mon âge. Mais elle avait l'esprit pur comme de la neige. Elle ne pouvait pas supporter l'ombre d'une incorrection. Aussi, quand elle apprit certains péchés de ma jeunesse, elle ne voulut plus m'adresser la parole. Et pourtant elle m'aimait, voilà le merveilleux. Elle m'aima assez pour rester célibataire pendant de longues années par amour pour moi. Quand le temps eut passé et que j'eus fait fortune à Barberton, je pensais que je pourrais la retrouver et l'apaiser. J'avais appris qu'elle ne s'était pas mariée. Je la rencontrai à Lausanne et je fis de mon mieux pour la convaincre. Elle faiblissait, je crois, mais sa volonté était forte. Lorsque je voulus la revoir, elle avait quitté la ville. Je retrouvai sa trace à Baden, puis au bout d'un certain temps, j'appris que sa femme de chambre était ici. Je suis rude, je sors d'une rude existence, et quand le docteur Watson m'a parlé comme il l'a fait, j'ai perdu le contrôle de mes nerfs. Mais pour l'amour de Dieu, dites-moi ce qu'est devenue Lady Frances Carfax. » « Il nous reste à le deviner, » répondit Sherlock Holmes non sans gravité. « Où descendez-vous à Londres, monsieur Green ? » ?»« Au Langham Hotel. »« Alors puis-je vous recommander de rentrer à Londres et de vous tenir prêt à toute éventualité ? Je ne désire nullement encourager de faux espoirs, mais vous pouvez être sûr que tout ce qui peut être fait le sera pour Lady Frances. Maintenant, je ne peux rien dire de plus. Je vous laisse cette carte pour que vous restiez en contact avec nous. Watson, si vous voulez faire vos valises, je vais câbler à Madame Hudson pour qu'elle mette les petits plats dans les grands en l'honneur de 2 voyageurs affamés qui arriveront demain matin à 7h30. Et je m'arrête là pour la première partie de lecture de ce soir.
On se marque une courte pause. Alors là, je vais pas vous mentir, je le sens très 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 fort. Aujourd'hui, je n'ai pas eu Ouah, ok. Aujourd'hui, je n'ai pas eu un rythme de vie classique pour moi. C'est-à-dire que je me suis levé beaucoup plus tôt que d'habitude, que j'ai vu beaucoup de monde. Bref, tout ça pour dire que je suis fatigué. Et je vous avoue que je le sens. Je vous avoue que je le sens beaucoup. Et, et j'ai l'impression que ma lecture a un peu pâti de mon état de fatigue. Donc désolé, j'espère que ça reste quand même compréhensible, que vous arrivez à suivre. J'espère qu'en plus de ça, c'est agréable. Ça serait le pompon sur la Garonne. Mais voilà, j'ai un peu du mal, j'avoue là. J'ai un peu du mal. Et sinon, au-delà de ça, même si ça peut être lié dans mon appréciation, parce que franchement, je pense que il y a un gros lien entre l'état dans lequel on se trouve quand on découvre une œuvre et notre appréciation de l'œuvre. Merci beaucoup, Renty, c'est gentil. Mais au-delà de ça, au-delà de mon état, j'ai l'impression que c'est pas ma nouvelle préférée pour le coup. Je vous avais dit la fois passée, je crois, que c'était très agréable ce recueil de nouvelles pour moi, parce qu'à chaque nouvelle, j'avais l'impression que c'était ma nouvelle préférée. Et je me disais, mais trop bien, ça ne cesse de me surprendre, et en positif. Donc du coup, j'étais vraiment content. Là, pour le moment, on est encore loin d'avoir fait le tour, mais pour le moment, je me dis, ok, c'est assez classico-classique, il n'y a pas d'éléments nouveaux qui me transportent, qui me fassent dire, waouh, ok, Arthur Conan Doyle s'est vraiment renouvelé sur cette nouvelle, il a vraiment fait un truc de fou. Pour le moment, je me dis, ouais, ok, c'est une aventure de Sherlock Holmes assez classico-classique. D'ailleurs, ça m'étonne parce que, alors peut-être que ça va venir, et peut-être aussi que je me trompe, mais il me semblait que la disparition de Lady Frances Carfax, c'était une des nouvelles très connues de Sherlock Holmes. Il me semble, parce que ce nom de Lady Frances Carfax me dit quelque chose. Donc je me demande si c'est pas l'une des nouvelles les plus connues / les plus appréciées du mythe de Sherlock Holmes. Donc voilà, peut-être qu'il y a de belles surprises à venir dans la suite de l'œuvre, dans la suite de la nouvelle. Mais c'est vrai que pour le moment, bon, c'est sympathique, mais sans plus. J'ai bien aimé le côté on suit Watson. Ça, c'était intéressant. Le côté, pendant un certain nombre de pages quand même, c'est Watson qui mène l'enquête et pas Sherlock Holmes. Ça, c'est assez intéressant. C'est pas mal, ça renouvelle un petit peu. Même si c'est déjà arrivé quand même parfois. Notamment dans l'un des romans qu'on a lu. Je sais plus si c'était Le Chien des Baskerville ou Le Signe des Quatre. Où au final, je trouvais que Watson prenait beaucoup de place. Donc au final, bon, on a déjà un peu vu, mais ça reste quand même un peu différent, on va dire, du schéma le plus classique. Donc ça, c'est cool. Ça apporte autre chose. Après, ouais, le fait que Sherlock puisse pas sortir de Londres en quelque sorte, et que du coup l'œuvre voyage, que l'histoire voyage, que l'affaire voyage de pays en pays. Ça, c'est intéressant. Ça diffère pas mal aussi. C'est assez cool. Mais pour le moment, il n'y a rien qui casse trois pattes à un canard, je trouve. Il n'y a rien qui me chamboule, quoi. C'est sympathique. Sauf Sherlock Holmes, qui n'est pas très gentil. Parce que vraiment, je serais Watson, comment je serais blessé / vexé parfois. Parce que vraiment, le mec qui déboule à l'improviste, déguisé, etc. Pour te dire, ah, au fait, je suis pas là pour te dire que t'as mal enquêté, mais t'as mal enquêté. Et puis l'autre qui répond, bah oui, vous auriez fait mieux que moi. Et puis, bah non, j'aurais pas fait mieux que toi, j'ai fait mieux que toi. Je suis en mode, waouh, mais quel connard. Enfin ouais. Mais en même temps, ça fait partie de la personnalité de Sherlock Holmes, on a l'habitude de le voir. C'est qu'en fait, il est simplement honnête, quelque part.
Il est simplement honnête et il est en mode, bah voilà, c'est un fait. C'est un fait, je l'énonce comme un fait. Mais c'est vrai que il prend pas de gants, quoi. Il prend pas de gants, même avec les personnes qui lui sont proches. Bon, il a pas beaucoup de tact en un sens. Euh, Puisque c'est encore une nouvelle, on peut dire que de toute façon, il s'est renouvelé. J'ai envie de faire la soundboard de Discord, là. Le roulement de batterie. Mais ok, c'est bon, c'est validé. Je trouve que l'histoire du fiancé de Lady Carfax est peu convaincante. Je trouve que ça sort de nulle part. Ah, intéressant. Intéressant. Bah justement, je me dis, on va peut-être voir au fur et à mesure, tu vois. On va peut-être voir au fur et à mesure de l'œuvre si ça se développe, si ça s'ouvre comme une fleur et que ça prend son sens, ou si justement, à la fin de l'œuvre, on reste sur notre fin. Je trouve que c'est ça qui est intéressant de voir, quoi. C'est, quelque part, va-t-il réussir à nous convaincre? Et ça, je trouve ça intéressant en vrai dans une œuvre. En vrai de vrai, il y a un peu ça, hein. En vrai de vrai, je trouve qu'il y a un peu ça entre un auteur et un lecteur. Il y a un peu cette histoire de... Ouais, je pense que je le vois un peu comme ça. De vas-y, montre-moi, prouve-moi que ton œuvre, elle est bien, quoi. Il y a un peu un truc de convainc-moi, quoi. Donc, ça va vachement jouer sur... bah voilà, c'est vraiment un contrat qui est signé. De toute façon, on en parle souvent, mais ce truc de, par exemple, suspension consentie de crédulité. Ça, c'est un truc, c'est vraiment un contrat tacite entre le lecteur et l'auteur, quoi. Euh, et ouais, je pense qu'il y a quand même un truc de l'ordre du contrat où on est en mode vas-y, montre-moi. Comme quand on va au spectacle, quoi. On va normalement, on va pas au spectacle en se disant ça va être nul. Normalement. Normalement, on va au spectacle en se disant vas-y, je te donne ta chance de me prouver que ça valait le coup que je vienne, tu vois. Enfin, on se le dit peut-être pas aussi factuellement, aussi formellement, mais il y a un peu un truc de cet ordre-là quelque part. Donc voilà, pour le moment, je reste assez ouvert, je reste assez curieux, suffisamment ouvert pour me dire, ok, peut-être qu'on n'en a pas lu assez, peut-être que tu vas savoir me convaincre, Arthur Conan Doyle, mais je suis pas encore convaincu. Et justement, si à la fin de la nouvelle, il m'a pas convaincu, bon bah dommage, ce sera peut-être la nouvelle que je trouverai un peu moins réussie du recueil. Mais bon, ne nous faisons pas d'opinions trop hâtives, et je vous propose qu'on reprenne la lecture sans plus attendre. Exceptionnellement, je vais peut-être ne pas faire de partie les mots de la fin sur cette fin de live aujourd'hui. On verra, selon mon état de fatigue. Mais il est possible qu'on ne fasse pas les mots de la fin ce soir parce que vraiment, j'ai envie de dodo. J'ai envie de me poser. J'ai envie de lire 2 chapitres de One Piece et puis ensuite de m'emmitoufler dans mes couvertures. Bref, je reprends à cet endroit qui, je le rappelle, était une découpe voulue par l'auteur. Je te souhaite une bonne écoute Orenti, bonne écoute Miss Perrine, bonne écoute à tous ceux de l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la fin du live. La disparition de Lady Frances Carfax, suite et fin. Un télégramme nous attendait à Baker Street. Holmes, après l'avoir lu, me le remit. Il portait ces 3 mots, dentelé ou déchiqueté. Le télégramme venait de Baden. De quoi s'agit-il ? De l'essentiel, répondit Holmes. Vous vous rappelez peut-être ma question, qui avait un air d'inconvenance, quant à l'oreille gauche du clergyman missionnaire. Vous n'y avez pas répondu. J'avais quitté Baden. Je ne pouvais donc pas me renseigner. Très juste. C'est pour cette raison que j'ai posé la même question au directeur de l'Englischer Hof, dont voici la réponse. Qu'indique-t-elle ? Elle indique, mon cher Watson, que nous avons affaire avec un gaillard particulièrement astucieux et dangereux. Le révérend docteur Schlesinger, missionnaire en Amérique du Sud, est tout simplement Holly Peters, l'un des bandits les moins scrupuleux qu'ait jamais engendré l'Australie.
Et pour un pays jeune, l'Australie a déjà accouché de types parfaitement évolués. Sa spécialité consiste à séduire les dames seules en pinçant la fibre religieuse, et sa prétendue épouse, une Anglaise du nom de Fraser, est sa digne complice. La tactique utilisée m'a fait penser à lui, et cette particularité physique, car il a été vilainement mordu dans une bagarre de bouge à Adélaïde en 1889, a confirmé mes soupçons. Cette pauvre Lady Frances est entre les mains d'un couple infernal qui ne reculera devant rien, Watson. Sa mort est une hypothèse très vraisemblable. Si elle n'est pas morte, elle se trouve certainement si bien recluse qu'il lui est impossible d'écrire soit à Mademoiselle Daubeny, soit à ses autres amis. Il se peut qu'elle ne soit jamais arrivée à Londres, ou qu'elle ait traversé la ville, mais d'une part, il n'est pas facile de jouer des tours à la police continentale quand on est étranger, et d'autre part, c'est qu'aucuns savent bien que Londres est le meilleur endroit pour enfermer quelqu'un. Tous mes instincts me disent qu'elle se trouve dans Londres, mais comme nous n'avons jusqu'ici aucun moyen de préciser l'endroit, nous n'avons rien de mieux à faire que dîner et nous armer de patience. Dans la soirée, j'irai faire un tour et dire un mot à l'ami Lestrade à Scotland Yard. Mais ni la police officielle, ni la petite organisation très efficace mise sur pied par Holmes ne suffirent pour élucider le mystère. Parmi les millions de Londoniens, les 3 personnes que nous cherchions étaient aussi invisibles que si elles n'avaient jamais existé. On essaya des annonces personnelles, en vain. Des pistes furent suivies et n'aboutirent nulle part. Tous les repères des criminels qu'aurait pu fréquenter Schlesinger furent surveillés, inutilement. Ses anciens complices furent filés, mais aucun ne s'avisa d'aller le voir. Et puis, brusquement, après une semaine d'attente sans espoir, jaillit une lueur. Un pendentif en argent et brillant d'un vieux style espagnol avait été mis en gage chez Bevington, dans Westminster Road. Le vendeur était, nous dit-on, de grande taille, rasé, avec des manières d'ecclésiastique. Le nom et l'adresse qu'il avait donnés étaient incontestablement faux, comme cela fut vérifié. On n'avait pas remarqué l'oreille, mais dans l'ensemble, la description correspondait au signalement de Schlesinger. À 3 reprises, notre ami barbu du Langham vint nous voir pour avoir des nouvelles. La 3e fois, moins d'1 heure après ce nouvel indice. Son grand corps commençait à flotter dans ses vêtements. Il dépérissait d'anxiété. « Si seulement vous me donniez quelque chose à faire !» soupirait-il constamment. Enfin, Holmes put lui rendre ce service. Il a commencé à mettre en gage les bijoux. Nous ne tarderons pas à lui mettre la main dessus. Cela signifie-t-il qu'il n'est arrivé aucun mal à Lady Frances ? Holmes hocha gravement la tête. En supposant qu'il l'ait gardée prisonnière jusqu'ici, il est évident qu'ils ne peuvent pas la relâcher. Ce serait leur perte. Nous devons nous préparer au pire. Que puis-je faire ? Est-ce que ces gens vous connaissent de vue ? Non. Il se peut qu'ils se rendent chez un autre prêteur sur gage. Dans ce cas, il nous faudra recommencer. Par ailleurs, il a eu chez le premier un bon prix, et on ne lui a rien demandé. Aussi, s'il a des besoins d'argent, il retournera sans doute chez Bevington. Je vais vous donner un mot pour cette maison, et ils vous autoriseront à rester dans leur magasin. Si notre homme survient, vous le suivrez jusqu'à son domicile. Mais soyez discret, et surtout pas de violence. Je vous demande votre parole d'honneur de ne rien faire sans m'avertir, et que j'y consente. Pendant 2 jours, l'honorable Philip Green, c'était, je peux le préciser, le fils du célèbre amiral de ce nom qui commandait la flotte de la mer d'Azov pendant la guerre de Crimée, ne nous apporta pas de nouvelles. Le soir du 3e, il se précipita dans notre salon, pâle, tremblant, chaque muscle de sa charpente puissante frémissant d'énervement. « Nous l'avons ! Nous l'avons !» cria-t-il. Dans cette agitation, il était incohérent. Holmes le calma avec quelques paroles et le fit tomber dans un fauteuil. « Allons, communiquez-nous maintenant les faits dans l'ordre. »« Elle est venue, il y a moins d'1 heure. C'était la femme cette fois, mais le pendentif qu'elle a apporté était la réplique de l'autre. Elle est grande, pâle, avec des yeux de furet. »« C'est bien elle, » assura Holmes. « Elle a quitté le magasin et je l'ai suivie. Elle a remonté Kennington Road. Elle est entrée dans un autre magasin. Monsieur Holmes, c'était le magasin d'un entrepreneur de pompes funèbres. » Mon compagnon sursauta. Ensuite, questionna-t-il de cette voix vibrante qui révélait l'âme sous le masque impassible du visage. Elle s'est adressée à la femme qui se tenait derrière le bureau. Je suis entré. Vous êtes en retard, l'entendis-je dire, ou quelque chose comme cela. La femme s'excusa.
Il va arriver d'un instant à l'autre, répondit-elle, mais il nous a demandé plus de temps parce que c'était un modèle spécial. Toutes deux se sont arrêtées et m'ont regardé. J'ai réclamé un tarif et je suis sorti. Très bien. Et ensuite ? La femme est partie à son tour, mais je m'étais caché sous un porche. Ses soupçons avaient été éveillés, je pense, car elle a inspecté les alentours. Puis elle a appelé un fiacre et est montée dedans. J'ai eu assez de chance pour en trouver un autre et la suivre. Elle est descendue au numéro 36 de Polney Square, Brixton. Je suis allé jusqu'au coin de la place et j'ai regardé la maison. Avez-vous vu quelqu'un ? Les fenêtres n'étaient pas éclairées, sauf une, à l'étage inférieur. Le store était baissé. Je n'ai rien pu voir à l'intérieur. J'étais là, me demandant ce qu'il me fallait faire, quand un fourgon couvert s'est arrêté. Il y avait 2 hommes à l'intérieur. Ils sont descendus, ont sorti un objet du fourgon, l'ont monté sur le perron. Monsieur Holmes, c'était une bière. Ah. Un moment, j'ai été sur le point de me ruer dans la maison. La porte était ouverte pour laisser passer les 2 hommes et le cercueil. C'était la femme qui avait ouvert. Mais comme je me tenais non loin, elle m'a aperçu et je crois qu'elle m'a reconnu. Je l'ai vue tressaillir et elle a refermé la porte en toute hâte. Je me suis rappelé ma promesse et je suis venu vous rendre compte. Vous avez fait de l'excellent travail, dit Holmes en griffonnant quelques mots sur une demi-feuille de papier. Nous ne pouvons rien faire de légal sans un mandat. Vous servirez donc bien notre cause en portant cette note aux autorités et en obtenant le mandat en question. Des difficultés peuvent surgir, mais je pense que la vente des bijoux devrait suffire. Lestrade pourvoira au détail. Mais dans l'intervalle, ils peuvent la tuer. Que signifie cette bière ? Et pour qui a-t-elle été amenée, sinon pour elle ? Nous ferons tout ce qui peut être fait, monsieur Green. Nous ne perdrons pas un moment. Reposez-vous sur nous. Maintenant, Watson, ajouta-t-il quand notre client descendit l'escalier 4 à 4, il va mettre en branle les forces régulières. Nous sommes comme d'habitude des irréguliers et nous exécuterons notre propre plan d'action. La situation me paraît si désespérée qu'elle justifie les mesures les plus extrêmes. Il n'y a pas un instant à perdre pour arriver à Polney Square. Tandis que notre fiacre trottait rapidement le long de la maison du Parlement et franchissait le pont de Westminster, il entreprit de reconstruire l'enchaînement des faits. Nos bandits ont enjolé cette malheureuse jusqu'à Londres, après l'avoir ramenée à se défaire de sa dévouée femme de chambre. Si elle a écrit, ses lettres ont été interceptées. Par l'intermédiaire d'un complice, ils ont loué une maison meublée. Une fois rendus là, ils ont fait de Lady Frances leur prisonnière, et ils sont entrés en possession des bijoux de valeur qui étaient leur objectif depuis le début. Ils ont déjà commencé à en vendre une partie, et ils se croient en sécurité puisqu'ils n'ont aucune raison de penser que quelqu'un s'intéresse au sort de la dame. S'ils la relâchent, elle les dénoncera. Donc il ne faut pas qu'elle retrouve la liberté. Comme ils ne peuvent pas la maintenir sous clé indéfiniment, il ne leur reste qu'une solution. La tuer. C'est très clair. Mais suivons un autre raisonnement. Quand on suit 2 raisonnements distincts, Watson, on finit toujours par trouver un point d'intersection où se situe approximativement la vérité. Nous commencerons cette fois non par la dame mais par le cercueil, et nous raisonnerons à reculons. Cet épisode prouve, je le crains, que la malheureuse est morte. Il indique également un enterrement orthodoxe, accompagné d'un certificat médical et de papiers officiels. S'ils avaient assassiné Lady Frances, ils l'auraient enterrée dans un trou du jardin. Mais ici tout est régulier, public. Pourquoi ? Sûrement parce qu'ils l'ont fait mourir d'une manière qui a trompé le médecin, en lui donnant les apparences d'une mort naturelle, peut-être par du poison. Et cependant, il est bien étrange qu'ils aient laissé un médecin s'approcher d'elle, à moins qu'il ne s'agisse d'un complice, ce qui est une supposition à peine croyable. N'aurait-il pas pu établir un faux certificat médical ? C'est bien dangereux, Watson, très dangereux. Non, je ne les vois pas commettant cela. Arrêtez, cocher. Voici certainement les pompes funèbres, puisque nous venons de passer devant le magasin de prêteurs sur gage. Voulez-vous entrer, Watson ? Votre physique inspire confiance. Demandez à quelle heure a lieu l'enterrement de demain à Polney Square. La femme du magasin me répondit sans hésitation que la cérémonie avait lieu demain à 8 heures. Vous voyez, Watson, aucun mystère. Tout au grand jour. Dans un certain sens, les formes légales ont été respectées, et ils pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre. Bon. Je ne vois rien d'autre à faire qu'une attaque de front. Êtes-vous armé ? D'une canne ? Tant pis. Bah, nous serons assez forts. Il est armé 3 fois celui dont la querelle est juste, dit-on. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre la police, ni de demeurer sous le couvert de la loi. Vous pouvez repartir, cocher. À présent, Watson,
Nous allons tenter notre chance ensemble, comme cela nous est quelquefois arrivé dans le passé. » Il avait sonné à la porte d'une vaste maison obscure au centre de Pulney Square. La porte s'ouvrit aussitôt. La silhouette d'une femme grande et pâle se profila dans le vestibule faiblement éclairé. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix brève en nous dévisageant dans le noir. « Je désire parler au docteur Schlesinger, » répondit Holmes. « Il n'y a ici personne de ce nom-là, dit-elle. Elle essaya de nous fermer la porte au nez, mais Holmes avait glissé son pied dans l'entrebâillement. « Bien. Dans ce cas, je désire parler à l'homme qui habite ici, quel que soit le nom qu'il s'est donné, » déclara fermement Holmes. Elle hésita, puis elle ouvrit la porte toute grande. « Entrez, fit-elle. Mon mari n'a peur de personne au monde. » Elle referma la porte derrière nous et nous introduisit dans un petit salon à droite de l'entrée. Elle alluma le gaz en nous quittant. « Monsieur Peters va venir dans un instant, » dit-elle. C'était exact. À peine avions-nous eu le temps de jeter un regard circulaire sur la pièce poussiéreuse et mangée au mythe que la porte s'ouvrit sur un homme grand, chauve et sans barbe, qui entra d'un pas léger. Il avait une grosse figure rougeaude, des bajoux, et un air de bienveillance superficielle que démentait sa bouche cruelle, méchante. « Il doit y avoir erreur, messieurs, » dit-il d'une voix onctueuse, « et je crois que vous avez été mal dirigés. Peut-être si vous essayiez un peu plus bas dans la rue... » « Cela suffit. Nous n'avons pas de temps à perdre, » coupa mon compagnon. « Vous êtes Henry Peters, d'Adélaïde, récemment le révérend docteur Schlesinger de Baden et d'Amérique du Sud. J'en suis aussi sûr que je m'appelle Sherlock Holmes. » Peters, comme je le nommerai dorénavant, bondit et fixa d'un regard mauvais son redoutable adversaire. « Votre nom ne m'impressionne pas, monsieur Holmes, » répondit-il froidement. « Quand la conscience d'un homme ne lui reproche rien, vous ne pouvez pas l'épouvanter, n'est-ce pas? Quelle affaire vous amène chez moi? Je veux savoir ce que vous avez fait de Lady Frances Carfax, qui est partie avec vous de Baden. »« Je serais bien content si vous pouviez me dire où peut être cette dame, » fit Peters toujours aussi froidement. « Elle me doit près de 100 livres, et pour s'acquitter de sa dette, elle ne m'a laissé que 2 pendentifs en toc qu'un marchand ne voudrait même pas examiner. Elle s'était attachée à Madame Peters et à moi-même pendant que nous étions à Baden. C'est un fait que je portais à l'époque un autre nom. Elle ne nous a pas lâchés jusqu'à Londres. Je lui avais payé son hôtel et son billet. Une fois à Londres, elle a disparu, et comme je vous l'ai dit, elle nous a laissé ses vieux bijoux sans valeur pour s'acquitter envers moi. Si vous la retrouvez, monsieur Holmes, je serai bien votre débiteur. »« Je veux la retrouver, » dit Sherlock Holmes. « Je fouillerai cette maison jusqu'à ce que je l'ai découverte. »« Où est votre mandat ?» Holmes montra la crosse de son revolver. « Celui-ci servira en attendant qu'un meilleur arrive. »« Comment ? Mais vous êtes un cambrioleur ?»« Si vous voulez, » répondit Holmes gaiement. « Mon compagnon est lui aussi un dangereux bandit, et tous les deux nous allons visiter votre maison. » Notre interlocuteur ouvrit la porte. « Va chercher un policeman, Annie !» cria-t-il. Il y eut un bruit de petits pas féminins dans le couloir. La porte de la rue s'ouvrit et se ferma. « Notre temps est limité, Watson, » me dit Holmes. « Si vous essayez de nous empêcher d'agir, Peters, il vous arrivera certainement des ennuis. Où est le cercueil qui a été apporté chez vous ? » « Que voulez-vous à ce cercueil ? Il est occupé. Il y a un cadavre dedans. Il faut que je voie ce cadavre. Jamais avec mon consentement. Alors sans votre permission. » D'un geste prompt, Holmes écarta Peters et passa dans le couloir. Une porte était entr'ouverte. Nous entrâmes. C'était la salle à manger. Sur la table, sous une lampe, le cercueil était là. Holmes tourna le gaz pour donner plus de lumière et leva le couvercle. Au fond de la bière était étendue une forme humaine émaciée. La lumière éclairait un visage âgé et ridé. Aucune cruauté, aucune privation, aucune maladie n'aurait transformé la belle Lady Frances en une aussi misérable épave. Le visage de Holmes manifesta de l'étonnement, mais aussi un soulagement certain. « Dieu merci, » murmura-t-il. « C'est quelqu'un d'autre. »« Ah, vous vous êtes bien fourvoyé pour une fois, monsieur Sherlock Holmes, » s'écria Peters qui nous avait suivis. « Qui est cette morte ? » « Si vous tenez à le savoir, c'est une vieille nourrice de ma femme. Elle s'appelle Rose Spender, et nous l'avons retirée de l'infirmerie de l'hospice de Brixton. Nous l'avons amenée ici. Nous avons fait venir le docteur Orsom du 13, Fairbank Villas. Notez bien l'adresse, monsieur Holmes. Et elle a été tendrement soignée,
autant que peuvent le faire des chrétiens. 3 jours plus tard, elle mourait. Le certificat parle d'affaiblissement sénile, mais ce n'est que l'opinion d'un médecin et vous, bien sûr, vous vous y connaissez mieux. Nous avons commandé l'enterrement chez Stimson & Co. de Kennington Road. La cérémonie aura lieu demain à 8 heures. Voyez-vous une faille là-dedans, monsieur Holmes? Vous avez commis une bêtise énorme. Vous feriez mieux d'en convenir. Je vous aurais payé cher une photo de votre tête ahurie quand vous avez tiré le couvercle. Vous vous attendiez à voir Lady Frances Carfax, et vous n'avez trouvé qu'une pauvre vieille femme de 90 ans. Sous les flèches de son antagoniste, Holmes gardait une figure impassible, mais la crispation de ses mains en disait long sur son impatience. « Je vais fouiller votre maison, dit-il. »« Ah, vous croyez ?» cria Peters, tandis qu'une voix de femme et des pas pesants retentissaient dans le couloir. « C'est ce que nous allons voir. Par ici, messieurs, s'il vous plaît. Ces individus ont pénétré de force dans ma maison, et je ne peux pas m'en débarrasser. Aidez-moi à les chasser. » Un brigadier et un agent se tenaient sur le seuil. Holmes tira sa carte. « Voici mon nom et mon adresse, et voici mon ami le docteur Watson. »« Dieu me pardonne, monsieur, » fit le brigadier. « Nous vous connaissons bien, mais vous ne pouvez pas rester ici sans un mandat. »« Bien sûr, je le sais. »« Arrêtez-le » cria Peters. « Nous savons ce que nous avons à faire, » dit majestueusement le brigadier. « Mais il vous faut partir d'ici, monsieur Holmes. »« Oui, Watson, partons. » L'instant d'après, nous nous retrouvions dans la rue. Holmes avait récupéré son calme habituel, mais je bouillais de fureur et d'humiliation. Le brigadier nous avait suivis. « Je regrette, monsieur Holmes, mais c'est la loi. »« Exactement, brigadier. Vous ne pouviez pas agir autrement. »« Je suis sûr qu'il y avait de bonnes raisons pour que vous soyez allé chez ces gens-là. Si je peux vous rendre un petit service... » « Il s'agit d'une femme qui a disparu, brigadier, et nous croyons qu'elle est dans cette maison. J'attends un mandat d'un moment à l'autre. »« Alors je vais surveiller les lieux, monsieur Holmes. Si quelque chose me paraît louche, vous aurez de mes nouvelles. » Il n'était que 9 heures, et nous reprîmes immédiatement notre chasse. Pour commencer, nous nous fîmes conduire à l'hospice de Brixton. On nous confirma que 2 personnes charitables étaient venues quelques jours plus tôt réclamer une vieille femme idiote qui aurait été leur ancienne domestique, et qu'elles avaient obtenu la permission de l'emmener. La nouvelle de la mort de la vieille femme n'étonna personne. Nous nous rendîmes ensuite chez le médecin. Il avait été appelé. Il avait trouvé la femme en train de mourir d'affaiblissement sénile. Il avait ensuite examiné son cadavre et il avait signé le certificat légal. « Je vous assure, nous dit-il, que tout était parfaitement normal et qu'il n'y a eu aucune tricherie. » Rien dans la maison ne lui avait semblé suspect. Il s'était seulement étonné que des gens de cette classe sociale n'eussent pas de domestiques. Finalement, nous nous dirigeâmes vers Scotland Yard. Des difficultés de procédure avaient été soulevées à propos du mandat. Un léger retard était inévitable. La signature du juge ne pourrait pas être obtenue avant le lendemain matin. Si Holmes voulait venir à 9 heures, il pourrait accompagner Lestrade et assister à l'exécution du mandat. Ainsi se termina la journée, non sans que, vers minuit, notre ami le brigadier vint nous trouver pour nous dire qu'il avait vu derrière les fenêtres de la grande maison obscure des petites lueurs tremblotantes en promenade, mais que personne n'était sorti et que personne n'était entré. Nous ne pûmes que nous armer de patience pour attendre le lendemain. Sherlock Holmes était de trop mauvaise humeur pour bavarder et trop énervé pour dormir. Je le laissai à sa pipe sur laquelle il tirait sans arrêt. Ses épais sourcils sombres s'étaient rejoints sur une même ligne droite. Ses longs doigts sensibles tapotaient les bras de son fauteuil. Il était en quête de toutes les solutions possibles du mystère. À plusieurs reprises, au cours de la nuit, je l'entendis déambuler dans l'appartement. Enfin, juste après mon réveil, il se précipita dans ma chambre. Il était en robe de chambre, mais je n'avais qu'à regarder ses yeux creux et la pâleur de son visage pour être sûr qu'il n'avait pas fermé l'œil. « À quelle heure l'enterrement ? À 8 heures, n'est-ce pas ?» s'enquit-il brusquement. « Il est 7h20 maintenant. Grand Dieu, Watson, qu'ai-je fait du peu de cervelle dont le Seigneur m'a gratifié ? Vite, mon cher, vite. C'est une question de vie ou de mort, et les chances pour la mort sont de 100 contre 1. Si nous arrivons trop tard, je ne me le pardonnerai jamais. » 5 minutes après, nous roulions dans un fiacre. Le cocher avait beau fouetter son cheval, il était 8h moins 25 quand nous passâmes devant Big Ben, et 8 heures sonnaient quand nous descendîmes Brixton Road. Mais tout le monde était en retard. À 8h10, le corbillard était encore devant la porte de la maison de Pulteney Square. Quand notre cheval écumant s'arrêta,
Le cercueil porté par 3 hommes apparut sur le seuil. Holmes se rua au-devant d'eux pour leur barrer le passage. « Arrière !» leur cria-t-il en posant sa main sur l'épaule du plus proche. « Rentrez ce cercueil immédiatement dans la maison !»« Que voulez-vous encore ? Une fois de plus, avez-vous un mandat ?» hurla Peters, furieux, dont la grosse figure rougeaude surgit à l'autre bout du cercueil. « Le mandat est en route. Cette bière restera dans la maison jusqu'à ce qu'il arrive. » La voix de Holmes était empreinte d'une telle autorité que les croque-morts hésitèrent. Peters s'enfuit dans la maison. Ils obéirent aux nouveaux ordres que leur lançait Holmes. « Vite, Watson, vite ! Voici un tournevis !» cria-t-il quand le cercueil fut reposé sur la table. « En voici un autre pour vous, mon vieux. Un souverain si le couvercle est levé dans 1 minute. Pas de question, au travail. Bien, un autre encore. Maintenant, tirez tous ensemble. Il cède, il vient. Ah, enfin !» En réunissant nos forces, nous étions parvenus à arracher le couvercle du cercueil. Alors s'échappa de l'intérieur une odeur envahissante et nauséabonde de chloroforme. Un corps était étendu, la tête dans des bandes de coton imbibées du narcotique. Holmes, en un clin d'œil, les ôta et dévoila la figure figée d'une jolie femme de 40 ans. Il passa un bras autour du buste et le maintint dans la position assise. « Vit-elle encore, Watson ? Subsiste-t-il une étincelle de vie ? Non, il n'est pas possible que nous soyons intervenus trop tard. » Pendant 1 demi-heure, nous eûmes l'impression que si. Que ce fût sous l'effet des vapeurs du chloroforme ou par suite d'une réelle asphyxie, Lady Frances semblait bien être parvenue au-delà de la limite où l'on pouvait espérer la ramener à la vie. Et puis, enfin, grâce à la respiration artificielle, à des injections d'éther et à tout ce que la science nous suggéra de tenter, une légère buée sur un miroir, un frémissement des paupières, nous avertirent que la vie revenait lentement. Un fiacre s'était arrêté dehors. Holmes souleva le store. « Voici l'estrade avec son mandat, » annonça-t-il. « Il trouvera ses oiseaux envolés. Et voici... » Des palourdes se hâtaient dans le couloir. « Voici quelqu'un qui a beaucoup plus le droit que nous de soigner cette dame. Bonjour, monsieur Green. Je crois que plus tôt nous pourrons emmener Lady Frances, mieux cela vaudra. En attendant, la pauvre vieille femme qui est toujours dans la bière peut s'en aller vers le lieu de son repos éternel. Si vous consentez à ajouter à cette affaire à vos dossiers, mon cher Watson, me dit Holmes ce soir-là, elle devra illustrer cette éclipse provisoire à laquelle peut être sujet l'esprit le plus équilibré qui soit. De telles défaillances sont communes à tous les mortels. Heureux celui qui les reconnaît et les répare. J'ai peut-être quelques titres à revendiquer ce modeste crédit. Ma dernière nuit a été hantée par l'idée que quelque part un indice, une phrase étrange, une remarque curieuse m'avait frappé et que je les avais trop facilement écartés. Et puis tout à coup, dans la lumière grise du matin, les mots me sont revenus en mémoire. Il s'agissait de la remarque de la femme de l'entrepreneur de pompes funèbres, telle que nous l'avait rapportée Philip Green. Elle avait dit « Il va arriver d'un instant à l'autre, il nous a demandé plus de temps parce que c'était un modèle spécial. » Elle parlait du cercueil. Un modèle spécial, donc des mesures sortant de l'ordinaire. Pourquoi ? Soudain, je me rappelais sa profondeur et la petite forme humaine ratatinée à l'intérieur. Pourquoi une bière si vaste pour un corps si menu, sinon pour laisser de la place à un deuxième corps ? 2 corps qui seraient enterrés avec un seul certificat. Tout était parfaitement clair, mais j'ai eu la vue brouillée. À 8 heures, Lady Frances allait être enterrée. Notre seule chance consistait à empêcher l'enterrement. C'était une bien faible chance pour la retrouver vivante, mais enfin c'était une chance, comme le résultat l'a prouvé. Ces gens, à ma connaissance, n'avaient jamais assassiné. Ils pouvaient au dernier moment reculer devant un vrai meurtre. Ils pouvaient l'enterrer sans que personne ne sût comment elle avait trouvé la mort, et même en cas d'exhumation, ils pouvaient s'en tirer. J'espérais qu'ils avaient réfléchi à tout cela. Vous pouvez assez bien reconstituer la scène. Vous avez vu cet antre horrible en haut, où la pauvre dame a été si longtemps recluse. Ils l'ont inondée de chloroforme, l'ont descendue, ont ajouté une bonne dose de chloroforme dans le cercueil pour se garantir contre son réveil, et puis ils ont vissé le couvercle. Plan subtil, Watson. Nouveau pour moi dans les annales du crime. Si nos amis ex-missionnaires échappent aux menottes de l'estrade, je ne serais pas surpris d'apprendre par la suite d'autres exploits non moins sensationnels. Et c'est la fin
de la nouvelle, la disparition de Lady Frances Carfax. Ça sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Et attendez, je relis juste un petit passage parce que, encore une fois, je suis fatigué et il y a un petit passage que je suis pas sûr d'avoir compris. Euh, Cet antre horrible en haut où la pauvre dame a été si longtemps recluse, ils l'ont inondé de chloroforme, l'ont descendu, ont ajouté une bonne dose de chloroforme dans le cercueil pour se garantir contre son réveil, et puis ils ont vissé le couvercle. Ok. D'accord, bon. Nous passons à l'outro du live, les amis. Et du coup, de rien, Orenti, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, j'avoue, je sais pas. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis fait une idée ou si la nouvelle, la disparition de Lady Frances Carfax est réellement une des nouvelles préférées des lecteurs d'Arthur Conan Doyle et l'une des nouvelles les plus connues du personnage de Sherlock Holmes. J'ignore si je me suis fait des idées ou si c'est une réalité, ça. Mais, à titre personnel, je trouve pas que ce soit la plus trépidante. Là, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu, je pense. Il est possible aussi, encore une fois, je préfère mettre des pincettes, que ce soit juste mon état de fatigue avancé qui fait que j'ai eu plus de mal. Parce que là, par exemple, je vois que nous ne sommes qu'à 1h11 de live, et pourtant j'ai vraiment l'impression d'avoir live et d'avoir lu beaucoup plus longtemps que ça. Donc là aussi, voilà, je pense que la fatigue entre en jeu et que ça me donne une perception du temps et une perception de cette lecture un peu différente. Mais ouais, non, globalement, je la trouve pas révolutionnaire. Et puis, je trouve le twist un peu... je trouve le twist final un peu venu de nulle part, pour le coup. Euh, Bah, on parlait tout à l'heure de la suspension consentie d'incrédulité. Là, moi, je suis vraiment à la limite, quoi. Moi, je suis vraiment à la limite de dire... oh, mais non, mais Arthur. Oh, mais non, mais Monsieur Doyle. Tu peux pas faire ça, c'est trop. Je suis à la limite. Je suis à la limite. Je suis à la limite de me dire, ça fait vraiment trop tirer du chapeau, quoi. Je trouve ça un peu facile. Voilà. Ouais, c'est ça. Je trouve le twist un peu facile, peut-être. Un peu, hop, d'un seul coup. Eh ben non, en fait, c'était assez grand pour 2 personnes. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Que ça se résume à juste... j'avais un pressentiment qu'on avait dit quelque chose qui n'avait pas de sens. Et du coup, de dire... oui, bah en fait, c'est bizarre, la meuf qui a enterré, elle a dit c'était une commande spéciale. Et puis c'est vrai que le cercueil était grand quand même pour cette petite personne, machin. Ouais, ouais. Je trouve que ça me fait pas l'effet de un auteur qui relie les points ou un personnage comme Sherlock Holmes qui relie les points et où d'un seul coup ça prend une telle évidence que je me dis oh, c'était sous mes yeux et je ne l'ai pas vu. Là, je me dis, c'était sous les yeux de personne. Je suis en mode, ok, ça existe dans le texte aussi qu'il dit, mais c'était tellement flou, entre guillemets. En fait, pour moi, presque, est-ce que je me dis ça Je vais dire, pour moi, presque, un bon twist, ça serait un twist où le lecteur aurait pu trouver que c'était assez évident, mais qu'il l'a pas vu. Mais en même temps, c'est compliqué d'avoir cet effet-là aussi. Et parfois, il y a des twists très surprenants qui sont très agréables. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça le, la définition d'un bon twist, d'un bon retournement de situation. Je ne sais pas. On n'a pas l'effet waouh qu'on attend d'Holmes. Oui, je suis très d'accord. Je trouve vraiment qu'on n'a pas ça dans cette nouvelle. En tout cas, c'est pas à mon goût, ça n'a pas été le cas. Le twist est un peu plat, Nétéo. Toudoum, tss. Tout à fait, tout à fait. Bien, comme je le disais, je suis pas mal fatigué, donc je préfère mettre fin au live le plus vite possible, je vous avoue.
Donc ce soir, exceptionnellement, pas de mot de la fin. Il y en aura peut-être pour le live de vendredi, puisqu'on se retrouve vendredi 21h pour la 7e nouvelle, l'aventure du pied du diable. Combien de pages elle fait? Oula, elle m'a l'air beaucoup plus longue. Oh, damned. 256, elle fait 37 pages. Ah, 37 pages, ça commence à être un peu plus costaud. Bon, de toute façon, on va le faire en une soirée, il n'y a pas de souci, mais ça commence à être un peu plus costaud, donc pour le coup, vendredi, il faudra que je sois en forme. Vendredi, il faut pas que je sois dans cet état de fatigue, sinon ça va pas le faire. Ok. Donc voilà, avant-dernière nouvelle du recueil, ce sera vendredi 21h, l'aventure du pied du diable. L'une des plus longues, si ce n'est la plus longue de ce recueil. Et vraisemblablement jeudi, les mots portent le bonheur pour ceux que ça intéresse. On se plongera dans des citations, dans des définitions, dans des étymologies, dans des pages Wikipédia autour du mot et du concept de bonheur. Pour ce, voilà, j'explicite un peu c'est quoi le concept de l'émission Les mots portent. Voilà, voilou. Si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook, Twitter et Discord, notamment pour être tenu au courant des prochains lives, mais pas que. Un vrai thème de bac de philo, carrément, Miss Perrine. Non mais franchement, j'aime beaucoup. Je me dis, enfin ouais, moi ça m'intéresse de fou. Moi personnellement, ça m'intéresse de fou. J'ai bien hâte de voir ça. Si ça a lieu. Mais je pense que ça aura lieu. Mais on va voir. Bref. Je suis fatigué, maman, je veux dormir. Bien. Merci de m'avoir accompagné sur le live de ce soir au Renti Miss Perrine. C'était fort sympathique. Je pense également qu'il y aura, jusqu'à août à peu près, une veillée. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, le dimanche de 21h à minuit minimum, je me tiens à disposition en vocal sur mon serveur Discord et on discute, on joue à des jeux de société, à des jeux vidéo et tutti quanti. Et c'est le fun et c'est cool. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et sur ce, on est bon. C'est le au revoir final. Bonne semaine à tous et à toutes. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.